Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous êtes très nombreux chaque jour, en direct, en replay ou par le podcast, à vibrer aux histoires inouïes que nous raconte Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Celle d'aujourd'hui ne devrait pas vous décevoir. C'est une histoire magnifique. Il y est question de révolution, d'amour, de manipulation. Bref, une histoire comme on les aime. Comme on les adore même. Patrick Villiers nous rendra visite juste après. Oui, il est l'auteur d'une magnifique biographie illustrée du marquis de Lafayette. Il va venir nous parler du héros français de la guerre d'indépendance américaine, héros auquel le château de Versailles rend hommage par une exposition. Et le moment sera venu, Franck, déjà que c'est passé vite de dire adieu à Mozart. Eh oui, ce n'est qu'un adieu de principe. Vous savez que Mozart ne saurait mourir. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'automne 1792, de nombreux Français fidèles au roi ont fui la jeune République pour aller se battre dans les rangs étrangers. Jean est de ce nombre. On appelle tous ces émigrés, on les appelle justement les émigrés ou les gens de Coblence. Eh bien, en ce matin d'octobre, le réveil est difficile pour Jean. Dans son esprit embrumé, il ne distingue d'abord que le bruit de la pluie qui frappe les carreaux de sa fenêtre. Quand enfin il réussit à ouvrir les yeux, c'est pour découvrir un lieu dont tout lui est inconnu, le lit dans lequel il est allongé, sa chambre au style un peu suranné, et puis dehors, le paysage écrasé par des nuages sombres. Mais où peut-il bien être ? Jean se frotte les paupières, il a mal à la tête, ses idées sont confuses, sans lien véritable entre elles, et puis petit à petit, vous savez comment ça se passe, ses souvenirs se reconstituent. Valmy, c'était seulement il y a quelques semaines, le 20 septembre, oui, ça lui revient, il était sur le champ de bataille aux côtés d'autres émigrés alliés aux Autrichiens et aux Prussiens contre l'armée révolutionnaire française. Et puis, il y a eu la défaite sans réel affrontement, et encore la fuite vers Coblence en Allemagne. Là, Jean a peut-être cru trouver refuge. Mais c'était sans compter sur l'avancée de l'armée républicaine. Bientôt aux portes de la ville, Jean, comme d'autres émigrés, a été saisi de panique. Il a compris qu'il fallait déguerpir encore une fois. Bien sûr, il n'était pas le seul à avoir cette idée. Et faute de voiture disponible, il a dû se rabattre sur une barque et rejoindre Bonn par le Rhin. Il y serait parvenu si un accident de navigation n'avait pas provoqué sa chute dans les eaux glacées du fleuve. Mais oui, terrible moment, rien qu'à y repenser, il en frissonne. Il lui a fallu déployer toute son adresse à la nage pour enfin rejoindre la berge terreuse. Après cela, c'est le néant. Jean est incapable de se rappeler le moindre souvenir. Et puis soudain, alors qu'il est en train de réfléchir au fond de son lit, on toque à sa porte. C'est un domestique qu'il salue avec cérémonie et lui tend une tasse de chocolat bien chaud, exactement ce qu'il lui fallait. L'homme lui résume alors sa situation. L'homme parle allemand, il se trouve que Jean comprend bien l'allemand. « Mon maître, le comte de Malberg, vous a trouvé inconscient sur une berge du Rhin. Il vous a transporté ici, dans son château. En regardant dans vos poches, nous avons trouvé un billet à votre nom. Vous portez bien le titre de chevalier de Salbris, n'est-ce pas ?» Jean acquiesce, puis il interroge le domestique à son tour, et il apprend comme cela que son maître connaît bien la France puisqu'il y a été en poste autrefois. D'ailleurs, il a épousé une Française. Jean se revigore un peu et il décide, dès qu'il est sur pied, d'aller remercier l'homme qui l'a accueilli. Il se saisit de vêtements apportés par le domestique, il s'habille au pied du lit. C'est alors que son regard se pose sur une personne qu'il aperçoit au loin à travers un carreau un peu mouillé de la fenêtre. Elle se promène près du château. On peut penser qu'elle profite d'une éclaircie. C'est, semble-t-il, une très belle femme, à la silhouette exquise. Jean se dit que ce doit être l'épouse de son bienfaiteur. Le domestique, à ce moment-là, se racle bruyamment la gorge. Jean revient à la réalité. Après avoir demandé quelques indications pour trouver M. de Malberg, le jeune homme traverse le château, il se fait annoncer, il entend une voix au fort accent allemand s'adresser à lui à travers la porte. « Entrez, jeune homme !» Il s'exécute et il découvre un homme décati, maigrelet, à l'air revêche et même disgracieux. Tout de suite,
Face au regard scrutateur de son interlocuteur, Jean ressent comme une sorte de malaise, mais néanmoins il est là pour manifester sa reconnaissance. Alors il va essayer de se montrer poli envers cet hôte si généreux. Très vite, comme le raconte Ernest Daudet, Jean se fait rabrouer. « Laissons cela, lui dit le bonhomme. Vous nous avez fait beaucoup de mal, messieurs les émigrés, à nous autres sujets germaniques. Nous vous devons d'être envahis aujourd'hui par les armées de la République. C'est par considération pour ma femme, qui est française, que je n'ai pas voulu laisser mourir comme un chien l'un de ses compatriotes. » On ne peut pas dire que ce soit un très gentil accueil. Jean est un petit peu déstabilisé. L'homme a des manières étranges. Or, ce n'est pas fini. Le vieil Allemand, toujours sur un ton déplaisant, évoque un moyen de le dédommager du mal qu'il s'est donné. Il a besoin, dit-il, d'aide pour un long travail de traduction. Si Jean était d'accord pour lui prêter main forte, eh bien, ma foi, il pourrait demeurer au château le temps nécessaire. Et évidemment, le jeune homme n'a pas trop le choix, il accepte. C'est alors que fait son entrée Madame de Malberg, embaumant la pièce d'un délicieux parfum. Elle adresse un sourire à Jean qui, à la voir de près, n'est pas déçu. Elle est encore plus belle qu'à travers la vitre. Ses traits sont fins, son regard est pétillant. En outre, elle maîtrise avec talent l'art de la fausse pudeur. Autant le dire tout de suite, à son contact, Jean ne peut s'empêcher d'avoir certaines idées. Il serait le plus heureux des hommes s'il pouvait posséder une telle femme. Incroyable mais vrai, voilà le vieux monsieur de Malberg qui lui explique qu'il va devoir s'absenter très souvent pour des périodes assez longues. Et il ajoute, tenez-vous bien, « Puisque vous restez ici, jeune homme, vous pourrez tenir compagnie à ma femme. C'est une bonne chose. » Alors bonne là, nouvelle. ça, l'agent n'en croit pas ses oreilles. Est-ce qu'il est fou, cet Allemand, de laisser cette jeune et sublime femme seule avec lui et de s'en réjouir ouvertement ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le jeune homme, la situation est porteuse de nombreuses promesses, de danger aussi. Car les secrets sont nombreux au château des Malberg. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, cet après-midi sur Europe 1, vous nous racontez l'histoire de Jean, ce jeune émigré français en Allemagne pendant la Révolution française. Alors après un accident, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est recueilli par un noble allemand qui le loge dans son château, qui lui donne du travail. Or, ce vieil homme a une femme, aussi jeune que jolie. Oui. Ça a l'air d'être un rêve éveillé. Ce pauvre Jean doit avoir l'impression qu'il s'est réveillé dans un rêve. En fait. C'est vrai qu'elle est assez belle et elle le trouble. Alors, avant de savoir si Madame de Malberg va répondre ou non aux avances de Jean, je me pose une question sur la question sur le contexte historique de l'époque. Oui. Pourquoi y a-t-il autant d'émigrés français en Allemagne ? Vous avez raison, soyons sérieux, Anissa. Vous savez, au début de l'émigration, ça a commencé tout de suite, dès le milieu de l'été 1789. Les aristocrates français sont partis vers des destinations très différentes, en Angleterre, en Italie, en Amérique du Nord bien sûr, mais le noyau dur s'est constitué en Allemagne, en particulier sur les terres de l'électeur de Trèves, qui se trouvait être un oncle maternel du roi Louis XVI. En fait, c'était le frère de sa mère, la dauphine de Saxe. Les émigrés installés à proximité de la frontière peuvent espérer fondre sur la France révolutionnaire dès qu'elle sera affaiblie. Et vous savez qu'en fait, c'est le contraire qui arrive, puisque cet avant-poste de la contre-révolution va être enfoncé par l'armée républicaine pendant l'automne 1792. C'est la fuite des immigrés, dont notre fameux Jean, qui donc peut se croire très heureux de sa situation, un peu intrigué quand même de voir cette histoire avec les époux Malberg qui ont l'air d'avoir quand même un secret entre eux. À un moment où il se trouve seul avec la jeune femme, celle-ci, qui a l'air quand même un peu moins enjôleuse qu'au départ, dit à Jean, elle tient des propos bizarres. « Repoussez les offres de mon mari, dit-elle, elle cache un calcul odieux. Je vous en prie, trouvez un prétexte pour partir. » Oula. Alors Jean voudrait des explications, mais elle refuse d'en dire davantage. Est-ce qu'il s'agit simplement de scrupules de la part d'une femme tentée de tromper son mari, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Jean a bien l'intention de creuser la situation, mais à partir de ce moment, Madame de Malberg, malgré l'absence de son mari, a l'air de tout faire pour éviter de se trouver seule avec lui. Si elle croit de cette façon refroidir les ardeurs de son soupirant, c'est un mauvais calcul, parce qu'évidemment c'est le contraire qui a lieu, ça on peut l'imaginer. Jean a du mal maintenant à penser à autre chose qu'à la mystérieuse Madame de Malberg, et quand ils se retrouvent tous les deux pour les repas,
Manque de chance, ils sont toujours entourés de domestiques, il est impossible de parler librement. Mais Dieu, que cette tension entre eux est excitante. Il le sait, la jolie épouse ne pourra pas toujours se défiler. Jean est très heureux finalement de cette situation. Et puis l'occasion se présente. Au hasard d'une jolie journée, les voici seuls dans une pièce du château. Et dès lors, Jean ne perd pas une seconde. Il se déclare, il l'aime, explique-t-il, il l'aime éperdument. Et si elle ne partage pas ses sentiments, alors qu'elle le lui dise et il partira sur le champ. La jeune femme, les joues un peu rougies par l'émotion, on l'imagine, tente de repousser son hôte. Elle lâche un cinglant, « Eh bien moi je ne vous aime pas !» Et pourtant, comme le raconte Ernest Daudet, sa bouche affirmait, mais son accent, ses yeux baissés, son trouble donnaient un démenti à son affirmation, comme on parlait bien à l'époque. Jean sent la jeune femme prête à céder. Il réaffirme alors son désir de quitter le château. Elle est troublée, elle est inquiète, elle le retient en fait, et les voilà bientôt dans les bras l'un de l'autre. Le jour même, ils deviennent amants. Pour Madame de Malberg, c'est le début d'une parenthèse délicieuse dans une vie qui jusqu'alors avait été, disons-le, dominée par le malheur. Elle se blottit contre Jean et elle lui répète « Quelle tristesse que tout cela ne puisse durer qu'un temps !» Jean essaie de la rassurer, mais il sent lui aussi la sourde menace qui pèse sur leur éphémère bonheur. Pour le moment, M. de Malberg paraît pousser la confiance jusqu'à la complaisance. Encore et encore, il multiplie les absences. C'est bien simple, s'il voulait être trompé, il ne s'y prendrait pas autrement. Et forcément arrive ce qui devait arriver. Madame de Malberg finit par découvrir qu'elle est enceinte. Aucun doute possible quant au père de l'enfant. C'est Jean, bien sûr. Au moment de le lui annoncer, elle ne peut retenir ses larmes. Et il a beau vouloir la consoler, elle refuse de parler plus longtemps du sujet. Les semaines passent, et M. de Malberg ne semble pas se formaliser de l'état de sa femme. Lui non plus, pourtant, ne peut avoir aucun doute sur le véritable père de l'enfant à naître, mais il a l'air de se satisfaire de la situation. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il n'a pas l'air du tout d'en tenir rigueur à Jean. Sans le travail de traducteur de Jean, on pourrait vraiment se demander ce que celui-ci fait dans la maison des Malberg. Mais ce travail, justement, amène Jean à devoir faire un petit voyage jusqu'à Vienne pour aller chercher un document nécessaire à ses traductions. Ça veut dire un voyage un peu long, un peu fatigant, loin de sa belle maîtresse. Est-ce qu'il peut décemment refuser pour autant quelque chose au vieux Malberg ? Tout se prépare pour cette petite expédition à travers l'Empire. Jean sera simplement accompagné par un homme de confiance de M. de Malberg. Vient bientôt le moment de dire au revoir à sa belle amante. Dès qu'il entre chez elle, Jean la sent émue, mais plus qu'émue. On peut imaginer cette scène touchante qui ne tourne pas d'ailleurs comme il était prévu, puisque tout de suite, c'est elle qui le corrige. « Non, monsieur, dit-elle, il ne s'agit pas d'un au revoir, mais d'un adieu. Je le crains. » Jean ne comprend pas. Il sera de retour dans quelques semaines, tout au plus. Alors elle lui avoue tout. « Il ne faut pas revenir, lui dit-elle. Ce voyage cache un piège abominable. » La belle Madame de Malberg est toute éperdue et elle a tout dit à son amant. Il ne faut pas qu'il revienne, c'est un piège. Et elle ajoute « L'homme avec qui tu dois voyager est l'âme damnée de mon mari. Il a l'ordre de profiter de ton ignorance des chemins pour te conduire non pas à Vienne, mais à Francfort. Les républicains français occupent cette ville. Il doit te livrer à eux. » Et comme elle l'explique, M. de Malberg a tout fait pour que Jean devienne l'amant de son épouse. Puisqu'il ne pouvait pas lui-même lui faire un enfant, eh bien il s'est arrangé pour qu'un autre s'en charge à sa place. Et maintenant, il entend bien se débarrasser du véritable père. Bien sûr, Madame de Malberg avait des scrupules depuis le départ. Et puis, surtout, elle a commencé à nourrir des sentiments réels pour son amant, des sentiments que son mari ne soupçonne apparemment pas. C'est pourquoi elle prévient Jean. Elle veut qu'il vive, même si ce doit être loin d'elle. Le jeune homme est dévasté par ce qu'il vient d'apprendre. Il n'avait pas vu le coup venir et au moment de monter dans la voiture avec le sbire de M. de Malberg, il ne peut imaginer devoir quitter toujours cette femme qui maintenant porte son enfant. Europe 1,
Au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. C'est l'histoire de Jean, ce jeune émigré français en Allemagne pendant la Révolution française, qui a rencontré ce riche couple, monsieur et madame de Malberg. Elle est enceinte de Jean et Jean doit partir pour un voyage plein de dangers, puisque c'est un voyage dans lequel monsieur de Malberg doit se débarrasser de lui. Oui, en tout cas, l'ami Le le sbire, sbire. Et pour elle, d'une certaine manière, plus que pour lui, il est bien décidé à vivre longtemps, sauf que pour le moment, il est prisonnier de cette voiture en partance pour Vienne. Alors à l'étape de Bonn, il se dit que le moment d'agir est venu. Jean saisit un pistolet qu'il avait caché à portée de la main, il le pointe sur le serviteur de Malberg et il lui explique qu'ils n'iront jamais à Francfort. Alors l'autre se débat un peu, mais enfin, Jean est bientôt libre. Combien de fois par la suite devait-il réentendre ce moment extraordinaire, parce que les années vont passer, bien entendu, vous vous rendez compte, on est en 1792, il lui faudra longtemps pour oublier sa femme, si je puis dire. D'ailleurs, est-ce qu'il peut l'oublier? Est-ce qu'il le veut seulement? Les années dont je parle ne sont pas heureuses pour les émigrés. En France, un général républicain dénommé Bonaparte s'est emparé du pouvoir et les tient à distance. Que devient Jean? Il devient l'ombre de lui-même, un garçon dont le cœur est resté du côté de Bonn, jusqu'à ce matin étrange et qu'il n'attendait plus. Il devait souvent, par la suite, réentendre son domestique lui annoncer d'un air détaché « Monsieur, une certaine madame de Malberg souhaiterait vous parler. » Il s'est levé, il a couru vers le salon. Il l'a revu, et pas seul. Un petit garçon lui tenait la main, son petit garçon. Comme dans un rêve, il a revu Madame Veuve Malberg, et je peux vous dire qu'il ne la quittera plus. Expositions ont retenu votre attention, on en parle aujourd'hui avec votre invité. L'une se tient à la bibliothèque municipale de Versailles, l'autre au château de Versailles. Et vous recevez aujourd'hui Patrick Villiers, professeur émérite des universités en histoire maritime à l'ULCO. Et oui, et qui a fondé un centre de recherche sur l'histoire atlantique et littorale. Vous la connaissez par cœur, cette histoire. Bonjour Patrick Villiers. Merci Franck. Vous êtes déjà venu nous parler de Lafayette plusieurs fois, mais cette fois, Lafayette s'installe ou revient à Versailles. 2 expositions pour le prix d'une, si je puis dire. Complètement. Donc l'une au château, c'était un petit peu normal puisque c'est là qu'on va célébrer l'indépendance, la signature du traité de paix qui reconnaît l'indépendance des États-Unis. Et puis l'autre à la bibliothèque municipale. Bibliothèque municipale qui, comme vous l'avez si bien dit dans votre livre Le dictionnaire amoureux de Versailles, la bibliothèque municipale était le siège des affaires étrangères, de la marine et le bâtiment d'à côté, le ministère de la guerre. C'est-à-dire un regroupement pour mieux faire fonctionner les ministères de la guerre. Entre parenthèses, une merveille d'architecture et de décor, cette bibliothèque municipale de Versailles, avec toutes ses réserves, avec ses cartes magnifiques, ses tableaux dans les voussures. Et c'est le premier bâtiment au monde qui était équipé contre l'incendie. Il faut le savoir, avec des réserves d'eau. C'est assez étonnant. Complètement. Et qui était divisé par étages. Alors, les affaires étrangères avaient le rez-de-chaussée et le premier étage. La marine, les étages supérieurs. Et chose tout à fait extraordinaire, au dernier étage, on avait une collection de maquettes réalisées par Duhamel du Monceau, des modèles de vaisseaux de l'époque qui lui avaient servi pour ses traités d'histoire maritime, qui seront à l'origine du musée de la marine. Eh bien, nous revenons à ces 2 expositions avec vous dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Patrick Villiers est votre invité. Franck Ferrand, il est professeur émérite des universités en histoire maritime à l'ULCO. Et avec lui, nous découvrons 2 expositions. L'une s'appelle L'Ami américain et l'autre Versailles et l'indépendance américaine. Oui, alors l'indépendance américaine a 240 ans cette année, c'est 1776, la déclaration d'indépendance. Le traité qui va mettre fin à la guerre d'indépendance américaine, il est plus tardif, lui. Il faudra attendre 1783. Patrick Villiers. Alors on a d'abord les préliminaires de paix en février, puis la signature définitive en septembre. Alors, on célèbre donc 240 ans d'indépendance et en fait, on pourrait presque dire ce sont les 240 ans des États-Unis d'Amérique. Les Américains sont très présents à Versailles, bien entendu. Ils reviennent souvent à leur source, au berceau de leur nation, qui est Versailles. Oui, vous savez que les Américains sont de richissimes donateurs pour le château de Versailles, mais en honorant Louis XIV, en fait, ils oublient qu'ils nous honorent en fait Louis XVI. Souvent, ils ne l'oublient pas. Souvent, ils ont une pensée pour Louis XVI et pour cette guerre d'indépendance américaine, qui était la grande affaire du règne. Elle a coûté extrêmement cher, cette guerre. Oui, plus d'1,4 milliard de livres du côté français, 2 milliards de livres pour les Anglais. Ce sont des sommes absolument vertigineuses qui expliquent que le trésor français ait été gravement endommagé par cette guerre et qui explique peut-être d'une certaine manière l'aboutissement, c'est-à-dire la Révolution française. Donc cette guerre a été la grande affaire du règne de Louis XVI, qui en a fait d'ailleurs une affaire personnelle, il faut le dire. Complètement. Alors Turgot d'ailleurs avait prévenu Louis XVI que les dépenses qu'il y aurait à faire obéreraient sa trésorerie et qu'il l'empêcherait de faire un certain nombre de réformes. Alors on ne va pas entrer dans ce débat parce que c'est là aujourd'hui, mais il est certain que ce qui fait la différence entre la France et l'Angleterre, c'est la capacité de l'Angleterre à générer des impôts, alors que la France a beaucoup plus de mal à les faire payer à cause du Parlement notamment. Mais n'oublions pas que les impôts, c'est la Boston Tea Party. C'est en voulant faire payer la guerre de 7 ans qui a coûté aussi cher, et en voulant la faire payer aux Américains qu'on a débarrassé de la menace canadienne, que les Anglais... On les a exaspérés et qu'on en a fait des insurgents. Et qu'on en a fait des insurgents. Voilà. Donc ces Américains, ces colons britanniques d'Amérique du Nord se sont dressés contre la métropole et ont voulu leur indépendance. Alors on a raconté ensemble d'ailleurs, on a raconté toute cette histoire de l'indépendance américaine. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est la part qu'y ont prise les Français, en fait, fondamentale. Voilà, alors aujourd'hui, en histoire maritime, on travaille de plus en plus sur la bureaucratie. Oui. Et on montre que finalement... Comme ça fait envie quand vous en parlez. Voilà, et en fait, on montre que derrière le mot bureaucratie, ce sont les bureaux. Et les bureaux, ce sont ceux qui organisent la lutte contre les maladies. Ce sont eux qui organisent le fait que la nourriture, maintenant, est conservée plusieurs mois à bord des navires et qu'il faut qu'elle puisse se conserver, autrement les navires sont dévastés par les épidémies. Les navires doivent avoir des lignes, il faut qu'ils soient doublés en cuivre. Donc en fait, ça implique un travail scientifique dans lequel Français, Anglais et Espagnols se disputent la meilleure part. Il faut peut-être revenir sur la dimension stratégique globale de cette guerre. En 1763, donc 63, c'est le traité de Paris qui met fin à ce qu'on appelle la guerre de 7 ans, qui a vu les Anglais nous damer le pion, disons-le. La puissance britannique prend le pas sur la puissance française, elle contrôle les mers, elle contrôle les continents d'une certaine manière, et c'est un peu le recul de la puissance française, déjà 1763. Sauf que 10-15 ans plus tard, on va essayer de prendre sa revanche, mais d'une autre façon. La France va aider les insurgents américains contre leur métropole. Complètement. C'est Choiseul qui a eu cette intuition en 1765. Il a dit les colons américains vont se révolter. N'oublions pas qu'ils sont 2 500 000. Et voilà, il avait les compris Canadiens leur n'étaient force. que 40 000. Mais oui. Et ces 2 500 000, c'est un marché énorme. Ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Voilà, c'est une colonie, c'est indispensable pour l'économie anglaise. Or, en leur mettant des taxes, ils favorisent la révolte. Et les Français se disent qu'il y a un coup à jouer, favoriser l'indépendance des États-Unis. Mais en même temps, le comte de Broglie, chef des services secrets français, dit attention, les Anglais vont perdre les États-Unis, ils vont donc se ruer sur les Antilles. Nous devons donc protéger les Antilles. Et pour protéger les Antilles, nous devons soutenir les Américains. Alors ça, c'était déjà le plan du roi Louis XV. C'est son petit-fils Louis XVI qui, après sa mort, va le mettre en œuvre, ce plan, soutenu par une diplomatie française qui est assez brillante dans cette affaire, il faut le dire, et soutenu par un certain nombre d'individualités. Alors on pourrait parler de Rochambeau, on pourrait parler d'un certain nombre de personnages. Bien sûr, Beaumarchais, qui va jouer un rôle essentiel de fourniture d'armes, notamment. D'armes, oui. Mais celui
que l'on retient bien entendu le plus symbolique de tous, c'est ce jeune aristocrate qui, à la tête lui-même d'une immense fortune, va se jeter littéralement dans ce conflit et va en faire l'histoire de sa vie. C'est Lafayette. Tout à fait. Mais en même temps, Lafayette a réécrit l'histoire dans ses mémoires et il oublie, par exemple, de dire que la première des choses, il n'aura 25 ans qu'en septembre 1782. Avant cette date, il est contrôlé par un conseil de famille. Il ne peut pas émettre une lettre de change, un chèque, sans que toute la comptabilité soit surveillée. Et cette comptabilité qui est aux archives nationales nous prouve que le roi, que Beaumarchais, Tout que le monde toute était au sa courant, famille oui, voilà. était au courant, qu'en aucun cas ça a été une affaire secrète, mais qu'au contraire, toute la diplomatie française était derrière. C'est fou comme cet homme a constamment réécrit son histoire et a voulu en quelque sorte devenir un héros. Il était le héros des deux mondes. Il aurait bien aimé devenir le président de la toute première République française. C'était ça son idée, hein, bien entendu. Il voulait être le Washington français d'une certaine façon. Comment Washington le reçoit-il lorsqu'il arrive dans ses anciennes colonies? Alors, la première rencontre entre Washington et Lafayette est une rencontre un peu ambiguë parce que on ne sait pas quoi faire de ce jeune Lafayette qui vient de vendre des armes, qui est richissime, qui offre de servir à ses dépens, mais qui en même temps demande le grade de général. Alors, on l'envoie à Washington, pourquoi? Parce que Washington a déjà 6 aides de camp. On dit ça en fera un 7e. Et donc Lafayette sait que il faut qu'il conquiert ses galons s'il veut véritablement avoir son régiment. Et là, en fait, Lafayette est très malin parce que d'abord il a appris l'anglais, il le parle, alors que la plupart des Français refusent de parler l'anglais. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit « je viens apprendre ». Alors qu'en fait, c'est un très brillant militaire. Et en l'espace de 2 mois, il va se révéler un très brillant militaire et va conquérir Washington. Alors, quand Lafayette apprend qu'il se passe des choses à Paris, il revient dardard. Il faut dire qu'il y a des ambassadeurs de ces colonies américaines en voie d'indépendance, que sont Franklin, Silas Deane, Et puis on a toute une série de personnages qui vont se succéder. Jefferson. Leur mission, obtenir des crédits de la France pour qu'elle fournisse uniformes, poudre, canons, balles, car les Anglais, de manière très astucieuse, ont interdit toute fabrication de poudre et de fusils. Du pont de Nemours, c'est la Révolution française. C'est après. Les Américains n'ont pas un gramme de poudre, il faut tout importer. Et donc les Anglais, en contrôlant la poudre, empêchaient les insurgents de se battre. Il faut donc que ce soit les Français qui envoient cette poudre. Ce sera les armateurs français qui le feront. Pour nos auditeurs, il faut peut-être signaler on aura intérêt en tout cas à commencer par la visite de l'exposition de la bibliothèque municipale, dont vous êtes partie prenante, qui est très pédagogique, qui explique exactement le contexte, qui est pédagogique, qui remet les choses à leur place, si je puis dire, et on complète par celle du château de Versailles. Qu'est-ce qu'on voit dans ces 2 expos? Quelles sont les œuvres? Quelles sont les choses? L'exposition de Versailles, de la bibliothèque de Versailles, s'est voulu plus liée à la bureaucratie, c'est-à-dire à tout ce que pouvaient émettre les billets, aux documents. Oui, voilà. Donc par exemple, on a mis en évidence un dénommé Blouin, qui est en fait le DRH de la marine et qui en fait est responsable des nominations des uns et des autres. De grâce, Suffren leur doivent son poste et ils le disent dans leur mémoire. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On a montré aussi toute une série de livres extraordinaires qui ont été faits par Sartine, par Castres, etc. Donc des publications. Et puis au château, ce sont les grands chefs-d'œuvre que l'on connaît, les grands tableaux. Les tableaux, notamment. Il y a les 3 épées de Lafayette. Les tableaux commentés par Louis XVI. Donc les recels de Cercy. Et puis il y a des pièces extraordinaires. Il y a 2 types de pièces extraordinaires. Les 3 épées de Lafayette. Donc l'épée en diamant, avec des éclats de diamant que le Congrès a fait fabriquer en France. Et c'est le neveu de Benjamin Franklin qui lui a offert. Et puis il y a les 3 représentations des ordres de Cincinnati. Donc l'aigle en diamant personnel de Washington, l'aigle tout court qu'a proposé les officiers. Et on a donc des comparaisons. Alors ça, ce sont des pièces extraordinaires. Et puis on a un ensemble de tableaux et de sculptures qui est absolument magnifique. Exposition donc à la bibliothèque municipale de Versailles jusqu'au 8 octobre et au château de Versailles jusqu'au 2 octobre. Merci beaucoup Patrick Villiers. Et Patrick Villiers vous propose également de retrouver son dernier livre qui s'appelle L'Hermione, Lafayette, Latouche, Tréville, 2 hommes, une frégate au service de l'indépendance américaine, paru aux éditions Ancre.
Cette semaine est passée tout aussi vite que la vie de celui dont on vous parle aujourd'hui, Mozart. Nous sommes en 1791. Hier, vous nous avez parlé de sa dernière œuvre, La Flûte enchantée. 1791, c'est l'année de sa mort. Oui, c'est pas tout à fait sa dernière œuvre. C'est son dernier opéra, d'une certaine manière. C'est la dernière œuvre chantée de Mozart, si l'on exclut, bien entendu, celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire si l'on exclut le célèbre Requiem, extraordinaire, que au moment même où Mozart sent venir la mort et au moment même où il lutte pour survivre, il soit amené à écrire un requiem parce que le requiem, ne l'oublions pas, est une œuvre de commande. Il reçoit un matin ce mystérieux messager vêtu de noir dont il ne sait pas qui il représente et qui, avec beaucoup d'argent à la clé, lui commande une messe des morts. Parce que, ne l'oublions pas, un requiem, c'est une messe des morts. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, vous allez vivre le tout dernier épisode de ce grand destin consacré à Mozart toute cette semaine. Et puis vous pouvez également réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1. Franck Ferrand. Quelques semaines avant de mourir, Mozart a eu cette commande très étrange dont vous nous parliez il y a un instant. Ce requiem, cette messe des morts. Alors, qui est cet homme qui lui a commandé cette messe des morts? C'est un homme qui arrive vêtu de sombre, de gris, de noir, qui ne se présente pas, qui en tout cas ne dit pas qui est le commanditaire, qu'il l'envoie en quelque sorte. Il demande simplement à Mozart d'écrire ce requiem. Alors, ce messager secret, en fait, on l'apprendra, venait de la part du comte Franz von Walsegg. Walsegg était lui-même un musicien amateur et il se considérait comme un grand compositeur à l'époque. Et l'on peut imaginer que Walsegg avait l'intention, à partir de ce requiem, de sans doute d'écrire lui-même, ou en tout cas de se faire passer pour le compositeur. Il avait acheté la musique à Mozart et il avait bien l'intention de la signer d'une certaine manière. Sauf que, on connaît la suite, Mozart va mourir en cours d'écriture et Walsegg finira par confesser la réalité. Il expliquera exactement ce qui s'est passé. Alors, avant d'écrire cependant son requiem, Mozart va travailler à une dernière œuvre. On a parlé hier du dernier opéra de Mozart comme étant La Flûte enchantée. J'en ai oublié un quand même qui n'est pas négligeable. Alors certes, c'est ce qu'on appelle un opéra de série. C'est une œuvre de commande qui en l'occurrence lui est commandée pour un couronnement royal qui a lieu à Prague. Mais cette œuvre, c'est la Clémence de Titus. Et Mozart va, dans la composition de la Clémence, faire preuve d'une incroyable virtuosité. C'est-à-dire que là maintenant, il sait qu'il lutte pied à pied contre la mort, il sait que le temps lui est refusé, il a besoin d'argent au plus vite, et il écrit à toute heure du jour et de la nuit. Il a des scribes littéralement qui reprennent ses brouillons et qui copient et qui vont multiplier les partitions, bien entendu, pour rendre possible l'interprétation. Mozart est à ce moment-là dans une sorte d'écriture automatique, si je puis dire, et la Clémence de Titus va se révéler être sa dernière, alors là cette fois oui, sa dernière grande œuvre vocale, qui ne rencontrera, disons-le, aucun succès. On reprend la Clémence de Titus assez régulièrement. C'est un opéra qui paraît tellement simple, je dirais, dans sa composition, qui va tellement vers les purs qu'on pourrait presque penser qu'il s'agit d'un opéra de jeunesse. En fait, c'est tout l'inverse. C'est l'extrême maturité de Mozart qui transparaît dans cette œuvre assez extraordinaire. Alors, on vient donc en juillet 1791, lui commander ce fameux requiem et Mozart se met tout de suite au travail. Dans une lettre, il le dit, il le confie, « Je ne peux pas effacer de mes yeux l'image de cet étranger, cet homme qui s'est présenté, vêtu tout de gris sombre. Je le vois continuellement, il me supplie, il m'exhorte et me commande de continuer mon travail. Je suis sur le point de mourir. Je dois terminer mon chant funèbre avant d'être certain de mourir. » C'est un moment poignant entre tous. Il est rare, je crois, qu'un grand artiste, qu'un compositeur de ce niveau soit parfaitement conscient de ce qui est en train de lui arriver. Or, c'est le cas de Mozart.
Oui, c'est une prémonition presque. C'est même plus qu'une prémonition. Il y a eu cette coïncidence incroyable que ce messager anonyme, comme s'il était lui-même l'envoyé de la mort, de la grande faucheuse, soit venu frapper à sa porte et lui commande cette messe pour les morts alors que lui-même est en train de rendre l'âme. Comment s'étonner à partir de là que les quelques premiers chapitres du Requiem, ceux qui ont été écrits de la main de Mozart, soient à ce point inspirés et, disons-le, bouleversants. Quand vous entendez le Lacrimosa, ce sont des larmes qui viennent à vos propres yeux. Un extrait du Lacrimosa, extrait du Requiem de Mozart par Herbert von Karajan à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand revient dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. 6 mois avant sa disparition, il savait déjà qu'il allait mourir et il était en pleine écriture de Requiem. Nous en sommes donc maintenant à la toute dernière partie de ce grand destin consacré au virtuose qu'était Mozart, Franck. Oui, plus qu'un virtuose, c'était un génie de la musique, on peut le dire, un très grand créateur, même s'il a constamment repris, emprunté ici et là. Vous savez, ça fait partie des critiques qui sont souvent adressées à Mozart. On dit, oh, il a beaucoup pris à Bach, il a beaucoup pris à Haydn, etc. Il s'est inspiré, c'est vrai. Il a synthétisé les apports des décennies précédentes, mais il a produit, il a donné naissance à des œuvres qui sont des chefs-d'œuvre absolument impérissables. Pour en inspirer d'autres aussi. Il a vu, pour en inspirer beaucoup d'autres. Il a donné naissance aussi peut-être à une nouvelle forme d'opéra avec la flûte enchantée. Et c'est à ce moment-là, c'est alors qu'il est sur son lit de mort qu'il découvre que la flûte enchantée est en train de devenir un très grand succès. Et on a toujours cette image, et je crois qu'elle est belle, c'est sa veuve qui racontait ça, que Mozart sur son lit de mort prenait sa montre, et comme il connaissait parfaitement l'œuvre, bien entendu, il disait, alors qu'il ne pouvait plus se faire traîner jusqu'au théâtre, il était bien trop mal pour ça, il disait, ah là maintenant c'est l'air de la Reine de la Nuit, ah et là je vois Sarastro entrer, etc. Il suivait la représentation par l'imaginaire, et dans la nuit du 4 décembre, alors qu'il est en train de se débattre avec les partitions de ce Requiem dont il sent bien qu'il ne va pas pouvoir le mener jusqu'au bout. Sa femme lui a trouvé un collaborateur, ce jeune Franz Sussmayer, qui est là et qui l'aide et qui le pousse et qui le soutient. Et Mozart, sentant qu'il n'arrivera pas au bout, lui dit, Sussmayer, il faut me faire une promesse. Tu finiras ce Requiem, tu ne le laisseras pas inachevé. Et c'est la raison pour laquelle le pauvre, qui n'était pas lui du tout un grand compositeur, s'est retrouvé en face d'une mission impossible. Quelle responsabilité. Vous imaginez, le Requiem de Mozart est achevé à peu près aux 2/3, un peu moins des 3/4 quand Mozart meurt, et il faut que le pauvre Sussmayer, qui n'est qu'un copiste, disons-le, avec toute la sensibilité, tout l'amour qu'il pouvait avoir pour son maître, écrive la fin du Requiem. Et il va y arriver, bien sûr. Il va écrire cette fin de Requiem en reprenant, disons-le, beaucoup les grands airs du début. Et l'on retrouve évidemment beaucoup de citations du début du Requiem dans cette fin que Sussmayer va écrire pour lui. Et donc, dans la nuit du 4 décembre,
Mozart a fait promettre à Süssmayr qu'il irait au bout. Un médecin va venir, va faire appliquer à Mozart des cataplasmes froids. Il faut vous dire qu'il est en train de mourir d'une fièvre terrible. Sa faim a été épouvantable. Il tombe bientôt dans le coma et il meurt peu après minuit, le 5 décembre donc 1791. Alors, on a beaucoup dit que Mozart avait été enterré dans le corbillard des pauvres. Vous savez que personne n'avait suivi son corbillard sauf son petit chien, dit-on, et qu'il a été jeté dans une fosse commune. Tout ça n'est pas vrai. Il y a eu des messes magnifiques pour la mort de Mozart, et notamment à Prague. On a vu des milliers de personnes venir assister à la représentation, justement, de ce requiem, et tout le monde pleurait, nous disent les chroniqueurs de l'époque. Donc Mozart n'est pas mort du tout dans l'anonymat et dans l'indigence. Simplement, on est à une époque où l'empereur d'Autriche a pris des mesures très sévères pour des raisons d'hygiène, car on enterrait les gens n'importe comment. Il exige que les enterrements aient lieu bien après la messe d'enterrement en tant que telle. Donc la messe a eu lieu avec toute la famille, avec tous les amis de Mozart, et puis ensuite seulement, tard dans la soirée, on a conduit sa dépouille jusqu'à un cimetière qui était hors de la ville, donc il était très difficile pour les familiers de suivre la dépouille jusqu'à la dernière demeure, comme on dit. Et Mozart a été jeté certes dans une fosse commune, mais pas pour des raisons, comme on pourrait l'imaginer, de pauvreté uniquement. Il a été jeté dans la fosse commune parce que c'était les mesures, en l'occurrence, de salubrité qui avaient été prises à cette époque. Et voilà le maître qui laisse tous ses élèves, qui laisse tous ses disciples complètement orphelins. Il a donné à la fin de sa vie ses œuvres majeures, notamment ce requiem qu'il n'a même pas pu achever lui-même, et maintenant, il n'y a plus, pour survivre, si je puis dire, que la musique de Mozart. Et c'est ce que nous disions au tout début, rappelez-vous, Anissa, nous disions au tout début que grâce à sa musique, évidemment, Mozart était immortel. Et c'est en musique que se termine cette semaine spéciale consacrée à Mozart avec un extrait à l'instant sur Europe 1 du Requiem. Et pour la dernière fois cette semaine, nous retrouvons Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Eh bien écoutez mon cher Franck, je suis dans mon bureau et j'attends mon invité. C'est une chanteuse rayonnante, elle va nous faire voyager à travers les plus grands tubes italiens. C'est Hélène Ségara dans quelques instants qui me rejoint ici sur Europe 1 pour De quoi j'ai l'air. Eh bien merci beaucoup Nikos et nous nous retrouvons lundi chère Anissa. Et demain surtout pour le grand destin d'au cœur de l'histoire, soyez là au rendez-vous à partir de 14h. C'était Franck Ferrand sur Europe 1.